Bazar, merci d'être avec nous. Bonjour Vanille. Bonjour Philippe. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, je sens une effervescence aujourd'hui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une énergie particulière. Oui, je sens aussi ça. C'est effectivement une journée un peu particulière. Comment décrire ça, David Lothar? Bonjour. Bonjour, j'aurais bien sentir cette même énergie. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions? Quel négativisme, c'est terrible. Bonjour Mike Pérez. Bonjour. Comment allez-vous? Moi je vais bien, mais j'aimerais ressentir cette même énergie. Moi je sais pourquoi, c'est parce que Jessie Cobel nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Jessie. Bonjour, vous parlez de l'odeur parce que depuis tout à l'heure on sent quelque chose. C'est ça, travailler à Fribourg. Ah voilà, bah oui c'est ça. Et d'être valaisant en plus, donc voilà. Oui, bah voilà. On rigole Bonjour. bien sûr. Oui, c'est ça. On n'est pas comme ça. Non, Comment ça va Jessie Cobel? Ça va pas mal, en pleine revue, ça bosse. On va parler de la revue de Fribourg, Freebug 2025 plus précisément. Ça se déroule en ce moment et c'est jusqu'au 11 décembre, plus précisément au théâtre de la Tuffière à Corpato. Ouais. On aura l'occasion d'en parler plus précisément, de parler de cette expérience revue parce que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai avec les revues. Non, alors là je pense on a passé la dizaine je crois. Faudrait que je compte. Changer de après canton régulièrement par contre. Hein. Ben je visite, voilà, je vais à gauche, à droite, en haut, en bas, un peu partout. C'est super. Fait plaisir de vous voir. Ah oui, c'est un plaisir partagé. Vous avez l'air en forme. Oui, ça c'est pas vrai. Je suis fatigué. Bah oui, ça bosse beaucoup. Aujourd'hui c'est mon petit jour de congé, donc voilà. Bon merci de jouer le jeu et merci d'être venu dans le Grand Bazar. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux tout à l'heure puisqu'on va vous parler du programme. Alors qu'est-ce qui nous attend ce matin, mon cher Mike? On va parler effectivement de cette revue pour boucler la boucle. Ça, ce sera tout à l'heure avec Jessie Cobel. Mais on va rester dans le monde de la musique avec Philippe Young qui va nous rejoindre pour parler de la DigiFeel Academy. C'est un concept assez particulier et il nous en dira un tout petit peu plus tout à l'heure. On aura Knut Schwander qui sera là également pour nous parler évidemment de gastronomie. Vanny, vous allez nous parler de vin. Sans alcool pour finir la semaine. Oh, je quitte ce studio immédiatement. En plus, on parle d'un valaisan. En plus, vous dites ça. Au milieu des vies, ça tombe sur le jour, on a Jessie Cobel. Et je dis bon dans la même phrase et j'ose le dire, c'est le vin de Marc Vicari. Je sais pas si vous connaissez. Non, là, comme ça, je connais pas. C'est à découvrir et ce sera tout à l'heure du coup. Et de la musique évidemment, on l'a dit avec Jéline effectivement tout à l'heure. Donc un joli programme plutôt bien chargé. David Lothar, il y a le collector aussi qui arrive. Tu es la cerise sur le gâteau. Attends, j'avais prévu tout un cérémonial et tu nous as préparé. Allez, les 50 ans d'un titre de Michel Sardou, on ira sur le France. Voilà. Et Il n'est pas coulé lui. Non. C'est une belle histoire, vous allez voir ça. Voilà. La musique, ça fait rêver la musique parce que tu es aussi un peu musicien. Un petit peu, mais c'est plus pour le bien de l'humour que pour le bien de la musique, on va dire. Voilà. C'est de la fausse modestie. Ah non, parce que si ça rit pas, là, c'est planté pour moi. Je t'ai vu jouer à la guitare, je t'ai vu chanter, non. Oui, alors j'étais pas drôle, c'est ça que tu es en train de dire. Si, c'était drôle. Ah, voilà, oui. Mais alors, tu chantes bien quand même. Oui. C'est pas incompatible. Non, et puis dans les revues, on n'a pas le choix et tout. Non, bien sûr, je suis un monde sans musique, c'est un monde nul. Hein. Voilà, c'est vrai, effectivement. Voilà. Citation, Jessie Cobel. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à Fribourg alors, pour Freebug? Comment j'ai fini à Freebug? Ça c'est par Cuche et Barbeza en fait qui ont fait un petit mercato, on va dire, des revues. Toutes les revues s'entendent très bien, comme le disait d'ailleurs lundi Sébastien Cortési. Effectivement. C'est bien, il écoute l'émission. Oui, bien sûr. Je suis déjà un grand fan. Voilà, on essaye de collaborer un max tous ensemble. Puis là, moi, je suis parti avec Cuche et Barbeza de la Vaudoise pour Freebug. Et puis, qui sait, peut-être que j'irai l'année prochaine en Valais, on ne sait pas. Bah oui. Donc voilà. Et puis, il y a Neuchâtel après Fribourg, là, cette année aussi. Donc voilà. T'enchaînes, quoi. J'enchaîne et c'est super. C'est très bien. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, dans le Grand Bazar, on va se retrouver dans un instant pour parler justement de Freebug 2025 dans le Grand Bazar. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour.
Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Et on parle de la 26e édition de la revue fribourgeoise, la revue Fribug 2025 plus précisément, qui se joue jusqu'au 11 décembre au théâtre de la Truffière à Corpato, avec des représentations programmées chaque soir à 20h30 et durant tout le week-end aussi. C'est noté. Tout le week-end, et puis même la dernière semaine, on joue tous les jours du lundi au dimanche ou au mercredi. On n'arrête pas, non. Et incroyable. Cette nouvelle édition s'appuie sur une équipe artistique de premier plan réunissant les auteurs tels que Thierry Meury, Christophe Bugnon, Carlos Enriquez et Blaise Berzinger, sous la direction de Christophe Bugnon, plus précisément, et sur scène, un ensemble de comédiennes et comédiens confirmés qui donnent vie au spectacle. Il y a Laetitia de la Comba, Mado Sierro, Jeanne Astourny, j'espère que je prononce juste. Yana Astourny, moi pardon. aussi, tout le monde dit faux, là. Pardon, Yana, pardon. Jean-Luc Barbeza, Benjamin Cuche, évidemment, Jean-Philippe de Crème, Jessie Cobel avec nous sur le plateau, Jean-Luc Norman, Michel Sapin et César Singhi. J'ai prononcé juste Saint-J. Moi aussi, j'ai dit faux. C'est pas possible. C'est ça, non, mais dès qu'on est à Fribourg, on est complètement décalé. C'est pas possible. Ça fait du monde, hein. Tu t'excuseras au précis. Ça fait du monde, sûr, effectivement, ça fait du monde ce plateau à Corpato jusqu'au 11 décembre. Oui, et puis il y a encore les deux musiciens, Raphaël Pedroli qui est à la batterie, qui est le batteur des Petits Chanteurs à la gueule de bois, et puis Martino Toscanelli au piano, et à eux deux, c'est de vrais hommes orchestres, à croire qu'ils sont plus nombreux. Alors ils le sont dans leur tête, ça c'est sûr. Mais voilà, donc on est du coup 14 si mon compte est bon. 14. 12, Qu'est-ce qui s'y passe 12 du sur le coup plateau. sur cette scène? Il va s'y passer quoi? Il s'y passe quoi? Alors on déroule un petit peu l'année écoulée, que ce soit d'un point de vue régional, par exemple avec les travaux qu'il y a eu en Berne et Fribourg, la reprise des CFF. Ça parle aussi du bilinguisme aussi. Donc voilà, il y a évidemment c'est Fribug. Je pense que c'est la revue la plus régionale, on va dire. Et puis sinon, évidemment les grandes lignes comme les négociations avec les États-Unis. Je joue Donald Trump. J'ai pas le physique, mais voilà, ça marche assez bien. Je suis assez content de ça. On fait avec évidemment l'accent là. Non, oui, en anglais à la Trump. Et t'as l'habitude de dire des conneries. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis on parle évidemment de l'élection, si je puis dire, du nouveau pape. Enfin voilà, on passe en revue un peu tout ça, les problèmes qu'ils ont avec le groupe à Fribourg. Je crois que c'est un des sketchs qui marche le mieux d'ailleurs, c'est dire que est-ce qu'ils ont la lumière, est-ce qu'ils captent le grand bazar à Fribourg? Bonne question. Oui, je pense que oui. Donc voilà, on parle un peu de tout ça. C'est une belle année pour vous quand même, 2025. C'est en termes de sketch, d'actu. Oui, il s'est passé. Il y a de quoi faire. Non, il s'est passé passablement de choses, même plus presque. Une fois que les revues étaient lancées, avec le Louvre et tout, les 39% qui ont changé en 15%, donc on doit. Gauthieron qui a perdu contre Lausanne. Ouais, voilà. Non, ça on n'en parle pas à Fribug, je ne sais pas pourquoi. Mais donc on a encore du boulot maintenant en fait cette année, tellement il y a d'actu, contrairement peut-être à l'année passée ou l'année d'avant où c'était un peu plus compliqué, un peu pour tous en termes de sujets. Là, on a vraiment de quoi s'amuser avec des beaux costumes, on chante, on danse, on rigole, c'est super. La bella vita, comme on dit. La bella vita, Le premier coup de pioche, c'était quand en fait? Juste qu'on réalise comme ça, là au mois de novembre, ça démarrait quand? Alors, je suis pas dans le pool d'auteurs de Fribug malheureusement cette année, mais bon, ça commence en général. Il commence à bosser en février-mars. Là, le gros boulot commence à arriver. Et puis c'est surtout l'été quoi que ça se construit. Et puis le premier coup de pioche, là c'était mi-septembre. On se voit, on découvre un peu ces textes, on commence à faire les distributions, qui irait bien dans quel rôle. Et puis ça se construit comme ça, petit à petit. On répète tous les jours. Chacun rajoute un peu des petites choses et puis ça se construit assez naturellement avec un chouette metteur en scène, donc Christophe Bugnon qui est vraiment à l'écoute des comédiens aussi, donc avec qui on collabore facilement. Donc moi j'ai un peu ce sentiment de création commune qui fait du bien quoi. C'est pas juste on reçoit notre partition et puis on y va. Donc je pense que c'est à peu près 7-8 mois de boulot, je pense, avant les représentations quand même quoi. C'est ça change complètement de ce que tu as l'habitude de faire quand tu es tout seul sur scène en fait. C'est une autre manière d'appréhender la scène. Hein. Ah oui, complètement. Le one man, des fois on se dit je prévois un one man en avril, on commence à le bosser mi-mars. Mais parce que ça dépend aussi comment on travaille. Moi j'aime bien travailler dans l'urgence. Et puis là c'est différent. Dans les revues il y a des costumières qui attendent, il y a des gens qui font de la musique, donc on doit tout livrer assez tôt. C'est une bonne école.
C'est une super bonne école, oui, bien sûr. On parle de one man, mais là, je fais plein de trucs que j'aurais jamais imaginé faire en one man, que je ferais peut-être même toujours pas en one man, mais ça fait sortir de ses traces, comme disent les skieurs. Mais le fait d'être en équipe, ça permet justement de plus facilement sortir de sa zone de confort, de se lancer. Oui, aussi, oui. Alors ouais, moi je dois dire, j'ai moins le trac en équipe parce que j'ai l'impression que c'est un peu la récréation, que tout le monde se retrouve, on risque rien finalement. Et oui, l'esprit d'équipe est vraiment porteur et important, quoi. L'énergie doit stimuler, l'énergie commune des artistes ensemble, ça doit stimuler. Bah oui, c'est ça. Puis on a tous un peu notre mélodie, les comédiens ou les humoristes. Donc il faut qu'on accorde nos violons. D'ailleurs, on l'a vu par exemple l'année passée, on a un peu regroupé la revue vaudoise de laquelle je faisais partie et la revue neuchâteloise. On reprenait des sketchs qui avaient bien marché à la vaudoise. Ben on voyait que les résultats étaient complètement différents en termes de sketch, de mélodie. Le développement durable, ça marche pas toujours. Ça donne autre chose. Des fois des bonnes surprises, parfois des moins bonnes surprises, mais c'est ce qui est important justement. Et quand il parle des coups de pioche, d'avoir 5 semaines de répète, parce que c'est pas juste voir si ça joue bien entre nous. Faut que ça joue bien humainement entre nous. Faut qu'on s'entende bien. Faut qu'on ait la connerie, comme on dit, quoi. Pardon. On voit qu'il y a un engouement vraiment pour ces revues. Nous, cette semaine, on en parle spécialement dans le Grand Bazar. Sébastien Cortési évoquait aussi qu'il y a une bonne entente, vous l'avez dit aussi. Il y a quoi? Il y a une réunion une fois par année où vous êtes tous là ensemble. Une amicale. L'amicale des revues. Non, un apéro. C'est un peu comme les festivals, hein. Certains festivals, les plus grands festivals se réunissent une fois par année, ils regardent, ils dispatchent un petit peu. Oui, mais ils font quand même leur business de chacun de leur côté. Disons que, en fait, on se connaît tous en dehors des revues, c'est-à-dire qu'on a tous, on est tous humoristes, on est tous auteurs, donc on se croise dans plein d'autres projets. Donc, par exemple, moi, si je m'entends très bien avec Pierre Auquaigne qui est à la Vaudoise, ça crée des synergies et peut-être qu'on se dit je glisse le mot comme quoi t'es libre peut-être pour cette revue l'année d'après, tout. Donc c'est quand même du grand copinage en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme. C'est qu'on se connaît tous de nos carrières parallèles et puis forcément on est en contact. Tu prends qui cette année? Ah mince, je voulais l'avoir moi. Tu lui donnes combien? Ah mince. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais il y a pas la grande journée, la grande soirée des revues où contrairement à l'humour qui a maintenant une fédération des humoristes où là il y a vraiment des rencontres et tout. C'est l'heure du Whitney Houston Challenge. Le Grand Bazar et le Whitney Houston Challenge. Et c'est là qu'on va redécouvrir les talents de musiciens qui, si c'est un faux modeste, il est très bien. Vous allez voir. Tu connais le principe du Whitney? Oui, je connais. J'ai vu passer un peu ces vidéos sur les réseaux. Ça nous arrange parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer comme ça. Voilà, mais forcément j'ai essayé. Tout seul, j'ai réussi, mais là avec la pression, on va voir. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. On y va, c'est parti. On est entre nous, hein, tu sais. J'ai voulu tricher. Un temps trop tôt. Allez, on peut l'applaudir. Vous avez vu, j'ai compté. Mais j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Freebug 2025 du côté de Corpato jusqu'au 11 décembre prochain. Vous allez sur freebug.ch et vous pouvez réserver également. Je vous donne le numéro 079 152 45 25 parce que le téléphone fonctionne encore là-bas. Oui, j'imagine. Enfin, si le réseau passe à Corpato, je dois sortir du théâtre pour écouter votre émission. Allez, tu restes avec nous dans un instant. Le Collector. Merci d'être là, Jessie Cobel. À tout de suite dans le Grand Bazar. Le Collector. Le Collector. Le Collector. Le Collector. Avec David Lothar. Qui nous fait à nouveau voyager dans le temps aujourd'hui avec cette chanson de Monsieur Sardou. Et loin de
loin l'envie de nous mener en bateau, mon cher. Je prends 1955. Oh là là. Michel Sardou J'ai failli me noyer. Le France, une chanson née d'un simple dîner avec son complice Pierre Delanoë. Il a travaillé avec tellement d'autres personnalités, d'autres artistes. Sur une feuille blanche, justement, les deux hommes griffonnent cette phrase: je suis le France, pas la France. Une parole provocatrice, comme on a l'habitude, le chanteur, peut-être un des plus grands encore vivants dans le monde francophone. Je sais pas, vous, Jessie, vous avez un avis sur Sardou? J'aime pas du tout. En vrai, voilà. Ouais. Mais pourtant, je suis le plus vieux jeune de Suisse romande. Ouais. J'écoute énormément de chansons françaises. C'est l'artiste et tout. que vous aimez pas? Sa musique, tout, j'aime pas. Mais il le savait, c'était juste pour t'emmerder. Je vais essayer de vous convaincre d'aimer Michel Sardou en 1 minute 30. Quelques mois plus tard, Jacques accrochez-vous. Pose une mélodie. Éventuellement, je l'aime à 3h du mat, le lac du Connemara, mais ça s'arrête là. Sardou qui a travaillé dans de fêtard, nombreuses revues également. Il aime beaucoup Fribourg, il aimait aussi beaucoup. Ah bon oui, il aime beaucoup la musique suisse. Ça vous convainc pas plus, non? Pour le moment, non. Non, rien du tout. Alors, un titre à la fois patriotique, mélancolique et accusateur, Sardou chante le paquebot Le France comme un géant humilié, désarmé en 74 malgré la promesse de Giscard d'Estaing de le maintenir en service. Et dans ce moment télévisé aussi solennel, on sent un mélange de colère et d'élégie. Sardou termine le point levé, caméra en gros plan, un geste devenu iconique. Alors abandonné, racheté, effectivement le France est devenu Norway, il a été transformé puis finalement démantelé en Inde en 2009. Il a connu un destin tragique que la chanson en fait en quelque sorte avait déjà anticipé, un peu comme aussi le déclin de la France, comme quoi vous voyez 50 ans, en fait je vous parle de Sardou parce qu'il fête ses 50 ans de ce titre Le France, et puis il a tellement cartonné, il a tellement vendu de singles que Jacques Chirac à l'époque voit d'un mauvais œil ce coup de projecteur patriotique jusqu'à infliger à Sardou un redressement fiscal. Ambiance. Cadeau. Ah bah voilà, il y a de la joie, hein, comme on dit. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui chantait. Merci David Lothar pour ces explications et cet hommage et ce retour en arrière et ce voyage dans le temps, tout simplement. Merci encore une fois Jessie Cobel d'être venue. Merci à vous. Nous rendre visite aujourd'hui au Grand Bazar. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comme vous, tout le meilleur. Voilà. Mais c'est gentil, alors on te souhaite le meilleur bien évidemment. Et puis on te dit à très très bientôt. On rappelle que c'est jusqu'au 11 décembre la revue Freebug 2025 à Corpato, au Théâtre de la Tuffière. Et allez nombreux effectivement, freebug.ch ou 079 152 45 25. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On revient dans un instant, c'est le Grand Bazar. À tout de suite. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus Ne bougez pas, le Grand Bazar revient dans un instant sur TVN3. La grande cuisine comme on l'aime avec Nutschwander. Le Grand Bazar. Dans le Grand Bazar. La table du Grand Bazar. Le Grand Bazar avec Knut Schwander, merci d'être avec nous. Bonjour Knut, merci d'être là. Vous nous emmenez dans la Broye aujourd'hui. Oui, exactement. À Marno. Pourtant, la Broye n'est pas connue et reconnue très loin pour sa gastronomie. Il y a bien Pierrick Souter à Lucent qui fait des choses très très bien. Mais enfin après, c'est un petit peu le désert. Eh bien non, figurez-vous, ça a changé. Il y a à Marnan. Est-ce que vous connaissez à Marnan le château? Pas du tout. Non. Pas du tout non plus. Bien, voilà, quand on passe donc l'affreux rond-point du centre de Marnan, il y a sur la gauche, un peu sur la hauteur, un château. Et ce château, dans le courant des 5 dernières années... Je connaissais le rond-point par contre. Tout le monde connaît le rond-point. Personne ne passe à Marnan, on connaît le rond-point. Pourtant, le village est joli. Il y a plein de beaux bâtiments. Et il y a ceci. Exactement. Je fais un exactement, c'est ça. Évitons de tourner en rond avec ce rond-point avant, s'il vous plaît. Et puis donc, il y a ce château qui a été rénové complètement dans le courant des 5 dernières années. Et puis, si je vous en parle, c'est parce que les propriétaires de ce château y organisent, figurez-vous, des dîners et pas n'importe quel dîner, puisque à Marnan, eh bien, on rencontre les plus grands chefs de la terre. Il y a déjà plusieurs 3 étoiles français qui ont passé, qui sont venus cuisiner dans le contexte incroyable de ce château. Un
très joli petit château. C'est un manoir en fait, avec sa ferme, avec une dépendance, avec un très beau jardin à la française, très très bien rénové lui aussi. On est accueilli par un gros chien, donc il y a une grille et quand on sonne, et bien voilà, on se dit je vais me faire dévorer par ce chien. Pas du tout, il est d'une gentillesse absolue. C'était très touchant d'ailleurs. J'ai trouvé parce que vraiment, d'abord je me suis dit ça y est, c'est reparti, enfin pas partir en courant, mais pas du tout. Il est très gentil. Et puis, eh bien les propriétaires ont rénové ce château. Ils en ont fait aussi des chambres, des magnifiques chambres avec des papiers peints à l'ancienne. Donc c'est ces papiers peints style Zuber, meublés d'antiquité exceptionnels parce que il faut le dire quand même, ils sont antiquaires au départ. Voilà. Antiquaires à Paris et ici ils continuent leur activité d'antiquaire. Mais revenons à la gastronomie dans ce château. Vous ne saviez donc apparemment pas que Christian Tête-Doigt, le fameux 3 étoiles de Lyon, était venu cuisiner à Marnan. Ni Camori Beauhour, qui est le chef d'Alain Ducasse au Meurice à Paris, est venu avec sa brigade cuisiner au château de Marnan. Ni que le reste du temps, il y a un chef qui s'appelle Grégory Pouzol, ça vous ne le connaissez peut-être pas, mais enfin il est venu du Plaza Athénée à Paris et il est maintenant chef à l'école hôtelière de Lausanne. Donc le HL, école hôtelière, c'est un peu vieillot, mais comme je suis vieux, je peux dire école hôtelière. On avait compris. Exactement, tout le monde sait de quoi on parle. Mais bien sûr. Parce qu'elle a changé de nom, mais je sais même plus business. Ouais, bon, on va pas s'arrêter ces détails. C'est un petit peu égal. Et puis, donc, ça vaut la peine d'aller voir sur le site du château le programme, notamment le programme de la fin de l'année, puisque là, c'est Fabien Ferré qui va venir, c'est le chef du Castellet, 3 étoiles dans le sud de la France, qui va venir. Il y aura Yannick Aleno aussi qui va passer donc du pavillon Le Doyen. Bref, c'est un vrai florilège de chefs. Et puis tous ces repas, donc ce sont des repas uniques, hein, c'est pas un restaurant, mais ce sont des repas uniques, des repas événements, comme non seulement le propriétaire Luca Bizzozero avec sa femme Ludmilla Bizzozero, donc les deux sont antiquaires, mais lui au départ est chef d'orchestre et musicologue, donc il fait aussi venir des sommets de la musique classique. Donc il y a des concerts, il y a des repas où, il le précise, les gens de plus en plus lui demandent de suggérer de venir habiller. C'est assez rigolo, ça donne un petit côté repas déguisé, mais enfin il y a pas besoin de tomber dans des excès, hein, genre on peut simplement s'habiller, disons un peu élégamment, exactement. Et puis on évolue dans un univers précieux de beaux objets. On mange on boit dans la cristallerie de Saint-Louis, on mange dans de la porcelaine de Sèvres, et je pense que tout ça, eh bien, ça mérite absolument d'être découvert. C'est tout nouveau, ça fait maintenant moins d'une année que ça existe, et vraiment, je trouve que c'est un super projet, d'autant plus que les Bizzozero sont des hôtes absolument merveilleux qui vous mettent à l'aise tout de suite. J'ai passé chez eux manger une fondue, je suis arrivé à midi, et oui, une fois de plus, exactement, ça m'arrive de temps en temps, j'adore la fondue, et je suis reparti à 4h de l'après-midi, tellement la conversation était sympathique et agréable, j'avais l'impression d'être chez des amis. Donc une expérience à vivre. Absolument. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une belle adresse. Ça se passe à Marnon, au manoir de Marnon, on l'a bien dit. Château de Marnon, pardon. Exactement. Pas loin du giratoire qui est pas beau, mais le château est très chouette. Exactement. Merci beaucoup, Clou. Je suis désolé, le temps passe très très vite. On vous dit à très très vite. Mais avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans le Grand Bazar pour parler gastronomie. On se dit à très vite et encore une fois, bon appétit. Bon appétit, toujours. Ça, c'est toujours d'actualité. Au revoir, Knut. Au revoir. Merci, vous restez avec nous. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. C'est quoi ce bazar? Le Grand Bazar. C'est quoi ce bazar? Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. C'est quoi ce bazar? Elle se présente comme une école de disque jockey ouverte à tous les publics, sans distinction d'âge, de niveau ou de profil, avec une intention particulière portée aux personnes en situation de handicap. Les cours entièrement personnalisés s'adaptent à chaque élève ainsi qu'aux besoins des institutions ou des projets qui les sollicitent. L'objet, transmettre les compétences nécessaires pour animer une soirée dansante en discothèque ou dans un tout autre lieu équipé d'une piste de danse. Les élèves apprennent à créer une ambiance musicale, conviviale et accessible, entourée de leur entourage ou d'un public
plus large, bien évidemment. On parle de l'école de DJ Phil Academy. Bonjour, monsieur Philippe Young. Bonjour Philippe Morex, bonjour Annie, bonjour Mike, Philippe. bonjour je ne sais pas ton prénom. Enchanté David, autant pour moi. Et bonjour à Matt aussi, parce qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Matt. Bonjour Matt. Bonjour Matt, bienvenue. C'est le petit fiston. Jamais sans mon fils. C'est le fiston. C'est mon fils, ouais. Et DJ aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Il a passé par. Déjà au platine, déjà au. Non. Il a passé par l'école DJ Phil. Absolument, ouais. Pas besoin de l'école de DJ. 11 ans de fréquentation avec moi. Il a ça dans le sang. Il a ça dans le sang, ouais. Ça se transmet, c'est ça. C'est très bien. Merci d'être là, cher Philippe. Merci de l'invitation. Bon, alors d'où vient cette idée bonne idée d'ailleurs de DJ Phil Academy. Il y a 2 ans, je bois un café dans un restaurant un matin, puis je consulte le programme de Pro Infirmis pour les personnes en situation de handicap. On leur propose des ateliers, une 50aine d'ateliers pour le programme de l'année, quoi. Et puis je regarde, je feuillette les pages et puis je vois de la peinture, du dessin, de l'expression corporelle, de l'expression scénique, plein de choses. Puis je vois pas de musique. Puis je me dis comme ça, mais c'est bizarre, moi la musique c'est ma passion depuis toujours. Pourquoi pas proposer une idée comme ça et tout. Je prends mon téléphone, j'appelle, bonjour, est-ce que je peux parler au directeur? Non, c'est une directrice. Ah bon, est-ce que vous pouvez me la passer? Oui, je vous la passe. Puis je soumets le projet comme ça, feuille blanche comme ça à la One Again. Et puis on me dit ouais, non, écoutez, peut-être, ouais, on verra, je ne sais pas. Bon, ok, au revoir, mais non, ça jouera pas. Ma foi, tant pis. 8 mois plus tard, on me rappelle, on me dit vous nous avez pas proposé un truc? J'ai dit oui, mais je pensais que ça vous intéressait pas, donc j'ai laissé tomber. Ah, vous pouvez revenir en parler? On a bu un café, on a discuté, on a matché, puis j'ai proposé un cours, puis il a été accepté, puis j'ai commencé de faire une session de 5 mardis, 5 fois 1h30. Puis il y a eu des élèves qui se sont inscrits, qui se sont intéressés, qui sont toujours là. J'ai 12 élèves aujourd'hui, ça fait 2 ans. On a fait 14 soirées. Il a fallu trouver des petits sous pour la première, des petits sous pour la deuxième, des petits sous pour la troisième. Puis à force de convaincre, de séduire, de frapper à toutes les portes, d'avoir quelques relations, quelques amis sympathiques, notamment dans les médias ou dans les journaux. Voilà, c'est la 14e soirée qui a été faite il y a une semaine en arrière. Et puis il y a des projets pour l'année prochaine et il y a 12 élèves qui sont heureux, des accompagnants qui sont heureux, des éducateurs qui sont heureux. Pourquoi? Parce que en fait, moi l'idée c'était pas de proposer un cours et de faire un cours dans une salle. L'idée c'était. Tu sais, on a des questions à te poser quand même. Ça serait bien que tu répondes. Mais c'est bien, on a la réponse à toutes les questions. Je me suis dit je vais les prendre. Alors posez des questions. Pardon. J'ai quelques réponses, mais posez des questions là. J'ai vu que tu as des plaques françaises maintenant. C'est vrai. Alors justement, il faut que tu nous parles des cours. Qu'est-ce qui se passe pendant ces cours avec ces élèves? Alors pendant ces cours, la motivation de base c'est la musique. Donc ils écoutent tous de la musique en général, ils aiment tous la musique. Et puis c'était de cadrer ça par rapport à un esprit de musique dansante, parce que l'idée c'est de se produire devant un public, un vrai public, dans des vraies soirées, et de faire danser les gens. Pas de faire une performance puis les gens sont assis sur des chaises puis applaudissent à la fin en disant ah ouais, c'est quand même pas mal parce qu'ils sont handicapés, c'est pauvre et tout. Non, pas du tout. C'est de faire une vraie soirée, c'est de faire danser les gens, c'est de mettre des tubes actuels, c'est de mettre des chansons qu'on connaît et puis de mettre une super ambiance et tout. Et puis la motivation à la base, c'était de dire voilà, est-ce qu'on est capable de se tenir debout pendant une demi-heure derrière une table de mixage? Oui. Est-ce qu'on est capable d'apprendre quelques rudiments? Play, pause, start et autres, et puis de mettre sa musique et puis d'enchaîner des titres pendant une 30aine de minutes. C'est ça que je propose dans les cours. Et puis quand on est arrivé à ce niveau-là suffisant, on fait partie de la tournée, on fait partie des soirées, on fait partie selon les disponibilités et autres. Et puis ils sont tous arrivés entre guillemets à ce niveau-là. Alors après, évidemment, de temps en temps je presse sur les boutons, de temps en temps Matt se met un peu derrière, puis suivant quel élève et tout. Mais il y a vraiment un progrès, il y a vraiment une motivation, puis ils sont vraiment très heureux de ça. Et puis c'est des prestations magnifiques. C'est l'heure de la question qui tue. La question qui tue. Les questions qui tuent. Faut-il vraiment avoir du talent pour devenir DJ ou faut juste savoir appuyer sur play? Alors bien sûr, évidemment, ça dépend de l'endroit où on se trouve et puis ça dépend du public qu'on a. Ça dépend si on est attentif à son public ou ça dépend si on vient et qu'on prépare un set et puis on a défini un set et puis on va pour faire une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure avec des chansons qui sont déjà préétablies. Si on écoute le public et autres, ça marche toujours. David Letard. Je vais essayer dans ma liste de questions ce que vous n'avez pas répondu. Ça c'est bon. Vous parlez souvent du public. Quelle est la réaction? Comment réagit le public justement face à
Face à ça, à cette prestation. Il y a un peu de possibilités. On peut être un DJ concentré sur la technique, c'est-à-dire on a les yeux rivés sur la table de mixage, sur le contrôleur, ou bien on peut être un DJ instinctif, c'est-à-dire de dire voilà, je vais commencer en mettant cette chanson-là. Celle d'après, je sais pas laquelle, c'est la suivante, je sais pas laquelle, mais je regarde sur la piste de danse ce qui se passe. Je regarde si les gens se lèvent, je regarde si les gens écoutent, je regarde si les gens qui sont assis sont en train de faire comme ça avec la tête, ou bien sont en train de discuter avec leurs potes. Ça dépend du style qu'on veut, ça dépend du style de musique aussi. Ça dépend si on est généraliste, si on est spécialiste, si on est un DJ de techno, de house, de dance ou multicarte. Moi, je suis un DJ multicarte, je suis un DJ old style. Je fais des mariages, je fais des soirées d'entreprise, je fais des soirées dans les bars, des soirées dans les discothèques. Donc il faut s'adapter au public. Il faut on sait jamais à l'avance. Moi je sais le premier disque que je vais mettre et le deuxième je regarde ce qui se passe puis je m'inspire du moment. Du moment que t'es venu avec Matt, évidemment, on va profiter de sa présence. Matt, ton papa, on a bien compris, il t'a obligé à être DJ. T'as pas eu le choix, vraiment. Non, sérieusement, c'est à force de le voir mixer que t'as eu envie de faire comme lui. Oui, c'était à force de voir le faire mixer que j'avais envie de faire parce que j'aime bien faire danser les gens. Ah, ça c'est bien. Et toi, c'est quoi ton style de musique que tu préfères, mais sans avoir l'influence de papa? C'est bien parce que tu fais des réponses plus courtes que ton père. Mais parce qu'il a pas encore le métier. Une moyenne. De la house. De la house. Ok. Bon. Et dans tes copains, ils aiment la house aussi, parce que c'est pas courant la house à ton âge. Je sais pas, je les ai pas demandé. T'as pas demandé. Bon, en tout cas, Matt, merci d'être là aussi avec ton papa Phil. C'est l'heure du blind test. Le blind test. Le blind test du Grand Bazar. Le blind test. T'es prêt? Ouais, écoute. Moi, j'aime Matt. Balavoine, c'est... Daniel Balavoine. Avec l'Aziza. Oui, bravo. Alors, on va juste mettre le volume un tout petit peu plus haut quand on envoie le titre. Allez, celui-là. Claude Tu as dit que t'étais au style, hein? Ouais. Claude François. Il y a la réponse, Matt. Bravo, oui. Qu'est-ce que t'as dit, Matt? Claude François. Bravo. C'est juste, bravo, Matt. Bravo, Matt. Attention. Quoi? Alain Souchon. Bravo. Ah bah dis donc, la relève est assurée. C'est pas la house que tu aimes. Allez, le dernier. Tu connais ou pas? Claude François. Avec le lundi au soleil. Voilà. Comme aujourd'hui. Bon, alors il y a pas blind test dans les cours, visiblement. Hein. Non, mais j'allais jouer. Non, mais c'est bien, c'était pour t'embêter. Mais c'est magnifique. Et surtout, ces chansons, moi, je suis spécialiste, et puis je suis né, vu mon âge aussi, mais des années 80-90, ces chansons-là, elles sont indémodables. Et chaque fois qu'on les passe, les fédérateurs. Même si on l'aime pas, on les connaît. Même si on l'aime pas, on leur dit, je connais. Mais évidemment. Je sais plus. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que il suffit d'une chanson de cette époque, un peu remixée avec un rythme dance, et les jeunes de 20 ans adorent ça, et trouvent que c'est génial, et tout. Et ça, c'est de la musique qui était incroyable. C'était des années incroyables. Bravo, Phil, pour cette académie, DJ Phil Academy. www.djphil-academy.ch. Voilà, il fait question-réponse, c'est parfait. Non, mais dis-le, tu peux le dire. DJ Phil, je te remercie, djphil-academy.ch. Comme chez toi. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est toi le patron. Allez, je vais même vous donner son numéro de téléphone. 079 435 22 38. N'hésitez pas. Non, mais c'est vrai, c'est bravo en tout cas pour ce que tu as fait. Et si vous voulez nous soutenir, un petit, on est toujours. Voilà. Merci Matt. Et bon courage. Le Grand Bazar. 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 Le Grand Bazar et la musique au rendez-vous toute cette semaine avec les artistes que Chris Zindel vous propose de découvrir dans le Grand Bazar. Bonjour mon cher Chris. Mais bonjour mon cher Philippe, ça va? Oui, ça va bien, merci d'être avec nous. Tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui, tu es venu avec Jeline qui nous a rejoint. Bonjour Jeline. Bonjour. Comment ça va? Merci, très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci d'être avec nous ici pour parler de vous, de votre musique, de votre univers. On va
tenter d'en savoir un petit peu plus, découvrir un petit peu tout ceci. Mais on va surtout écouter Chris Zindel qui va un petit peu parler de vous, Chris, avec ses mots, parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, alors Géline, je l'ai rencontrée il y a quelques mois suite à un ami producteur qui m'a montré son travail et j'ai vraiment été bluffé. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé son travail et je dis là il y a quelque chose à faire et ça fait partie justement de ces artistes que je vais aussi dénicher, chercher et pouvoir les soutenir et les aider à se développer à travers cette grande jungle de la musique. Et Géline m'a aussi touché par rapport à comment elle travaille avec la musique, donc elle entend aussi des sons dans la rue qu'elle enregistre. Ah d'accord. Voilà, tout un concept et source d'inspiration. Voilà. On a envie d'en savoir plus. Ouais, hein, le teasing était parfait pour. Merci. Bravo. Pour la jolie introduction. Et te demander justement, alors qu'est-ce que tu enregistres et qu'est-ce que tu fais des sons que tu enregistres? Alors, faut savoir que je prends beaucoup d'inspiration dans les sons que j'entends au quotidien autour de moi, donc les sons qu'on oublie et des couleurs parfois. En fait, je vais reprendre ça et essayer de le retraduire en musique. Donc, notamment une des chansons sur lesquelles j'ai travaillé, c'était juste des pas de talons que j'ai entendues dans la rue. Et ça m'a directement donné l'idée de les enregistrer et de les associer au temps, comme le temps qui passe. Donc c'est un exemple et j'aime beaucoup prendre des sons atypiques qui sortent et qu'on oublie d'entendre et les incorporer dans la musique, dans l'art. C'est hyper intéressant. Et alors dessus tu rajoutes des paroles, une histoire? Alors c'est vrai que ça va être vraiment la base pour créer un peu vraiment la thématique principale de la chanson et ensuite par-dessus va venir la production, les histoires, etc. Donc ça va être le point de départ, on va dire. Mais ça veut dire que ces sons, vous allez vraiment les enregistrer dans la rue avec un micro et capter ces sons de talons, ou bien vous vous en inspirez et après vous les reproduisez? Honnêtement, ça dépend. Pour les sons de talons, c'était vraiment ça. C'était un son que j'ai enregistré. On a dû le retravailler bien évidemment pour que ça s'intègre bien dans la track. Mais parfois, c'est aussi un son que j'entends et que ça va rester coincé dans ma tête. Et quand je vais rentrer chez moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire ce son ou alors l'écrire tout simplement dans mon petit carnet avec mes paroles et me dire que ok, ça va être le point de départ. Donc c'est le son, la musique qui inspire les paroles, c'est ce que vous êtes en train de dire. Également, aussi. Et ces sons correspondent à des couleurs, c'est ça? C'est de la synesthésie alors? Alors oui, je sais pas si on pourrait l'appeler ça comme ça parce que ça vient parfois ensemble et parfois ça vient séparément. Un autre exemple que j'aurais, c'est un vase bleu qui s'est juste cassé en 1000 morceaux chez moi pendant que j'étais en train de composer quelque chose. D'accord. Et directement, j'ai pu associer le crash du vase avec le bleu de ce vase. Et ça a inspiré aussi le tout début de la chanson. Mon Dieu, c'était pas une bouteille de la Capitaine? Alors non, je pensais à la même chose. Oui, c'était tout simplement un vase. On a les mêmes refs. Hein. Je crois que vos voyages ont également marqué votre vision artistique. Il y a eu beaucoup d'influence avec vos voyages. Je pense que ça a pu raconter vos émotions. C'est ça, ces voyages ont pu raconter vos émotions. Ouais. Oui, donc il faut savoir que de base, moi, je suis d'origine azerbaïdjanaise, mais ça fait un moment là que j'habite en Suisse, mais j'ai eu la chance de voyager en grandissant. Et c'est vrai que toutes les cultures et en fait, les inspirations musicales qui proviennent de différents pays, j'essaye quand même parfois de les incorporer dans mon univers musical. C'est pas toujours facile, mais j'essaye de vraiment m'inspirer ce qui a pu me marquer en grandissant. Et oui, 100%. Et on peut imaginer aussi prendre des sons, parce que j'imagine les sons là chez vous c'est en Suisse, mais c'est des sons aussi à l'étranger. Alors du coup, vous avez pu enregistrer. C'est quoi le son le plus particulier que finalement vous avez pu enregistrer? Alors, le plus drôle, le plus bizarre. Une mouche qui vole. C'est vrai? Une mouche qui vole, c'était le son le plus, on va dire, drôle comme ça, que je me suis dit qu'on allait enregistrer quand je l'ai proposé au producteur. Il m'a demandé, t'es sûr? On entend les mouches voler dans les chansons de Géline. Et du coup, c'est très subtil. Il faut savoir que la mouche est là. Mais en fait, ça m'a fait penser à aussi un stylo qui est écrit sur du papier et j'essaie de l'incorporer. En fait, j'essaie vraiment de créer cet univers un peu cinématographique quand je crée l'univers de la chanson pour vraiment qu'on y soit. Presque qu'on essaie de s'imaginer quels seraient les autres sons en plus de la musique qu'on entendrait lorsqu'on écoute cette chanson. Et alors ça donne quoi, Chris Zindel, tout ça? Parce que là, pour le moment, on fait que d'en parler, on va écouter un extrait, mais ça donne quoi?
Bah, ça donne quelque chose, justement, ça donne quelque chose. Je trouve que son style est justement bien. Moi, je dis toujours un peu. C'est une vraie signature. Ouais, c'est une vraie signature. C'est quelque chose. C'est du travail. Ça a beaucoup d'imagination dans le sound design aussi, qui est hyper important de nos jours. Ouais. Et ça donne un côté très. Moi, j'adore. Donc et avec l'informatique aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que ce genre d'outils sont finalement utiles à cet univers que vous décrivez et que vous recherchez? Alors, je dirais que parfois, pour de l'inspiration, c'est bien de savoir qu'on a l'option que, par exemple, si on n'a pas le matériel pour, afin de créer la vision qu'on a dans la tête, essayer de le décrire avec des mots pour l'avoir à travers un IA, ça serait peut-être une possibilité. Ça marche. Et c'est long. J'avais essayé moi-même. Je voulais voir ce que ça donne. Mais ça va jamais être le son qu'on voudrait reproduire en studio. Et j'ai bien testé. On l'a essayé avec l'équipe avec qui je travaille. C'est jamais abouti. Il y a un truc qui cloche. Donc je dirais que c'est bien pour s'inspirer, pour vraiment essayer de comprendre quelle serait la limite avec cette IA. Mais je dirais que on va jamais vraiment incorporer juste l'IA tout court dans la chanson. On va essayer de le reproduire dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est bien, c'est un outil intéressant, c'est un outil qui est dangereux pour les artistes. Selon vous, quelle vision vous avez sur l'IA? Je dirais que dangereux jusqu'au moment où on sache vraiment où est la limite de l'IA. Tout faire avec de l'IA, je suis pas pour, personnellement. Ça reste un outil. Ça reste un outil. Pour moi, ça ne devrait pas être la source principale de la musique, parce qu'après tout, la musique, c'est fait pour s'exprimer, pour le faire nous-mêmes. Donc, je pense que juste enlever l'IA de notre image principale et dire non, juste parce que ça n'a pas été généré par un humain, on ne peut pas s'en servir, je pense que ça, c'est faux. Et on devrait peut-être être ouvert à l'utiliser comme un outil, mais pas comme la source principale. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a à peine 2 ans, on n'en parlait pas du tout. Et c'est devenu quelque chose de complètement presque incontournable. Et on rappelle que le numéro 1 du Billboard aux États-Unis, c'est j'ai plus le nom en tête, c'est un monsieur qui fait de la country, folk country. C'est uniquement généré par l'intelligence artificielle. C'est numéro 1 actuellement aux États-Unis. Vous vous rendez compte, un artiste, c'est une première, hein, un artiste généré complètement par l'intelligence artificielle. Inquiétant, ça. Ouais, et ça va prendre de plus en plus de place. Il faudra un peu dealer avec, et puis, mais je pense que le retour à l'humain sera aussi. Bah oui, c'est le plus important pour même transmettre les émotions. Dans ta vie d'artiste, de jeune artiste, qu'est-ce que tu détestes le plus? Parce que la vie d'artiste, c'est pas toujours évident non plus. Quelle est la partie que tu aimes le moins? Alors au départ, honnêtement, c'était les réseaux. Quand j'ai commencé en tant qu'artiste, moi je pensais que je vais juste sortir ma musique, ça fera l'affaire. Malheureusement, je réalise que la musique ça suffit plus. Il y a un storytelling, il y a tout. Il y a toute une stratégie, il y a toute la vision qu'on a. Il y a vraiment le branding de l'artiste, parce qu'en fin de compte, on est comme un produit. Aux yeux, je sais pas, des maisons de disques, etc., même des écouteurs. Il faut qu'ils arrivent à connecter avec nous. Et ça m'a pris un moment d'essayer de comprendre exactement quelle était la vision à long terme que j'ai essayé de vendre à ma communauté. J'aime pas trop parler de fans parce que c'est pas ce que c'est pour moi. C'est vraiment essayer de capter les personnes qui pourront avoir la même résonance que moi quand j'écris et que je compose la musique. Donc je dirais qu'au départ c'était les réseaux. J'essaie toujours de comprendre un peu ce qui marche pas, mais maintenant ça avance petit à petit. Je dirais que Votre objectif, c'est quoi? C'est toucher un maximum de personnes, j'imagine, évidemment. Comment vous voyez l'avenir? Alors là, je dirais que mon objectif déjà, c'est vraiment de comprendre quel est mon son principal. Là, pour l'instant, j'expérimente. Je suis toujours en train de comprendre quelle est ma signature à moi, même si je suis en train d'expérimenter avec des choses qui reviennent assez souvent. Je dirais que je suis vraiment encore au début. J'ai commencé en septembre avec ma toute première chanson et j'ai pas encore cette stabilité de dire que ok, ça 100% c'est mon son. Donc je dirais que j'essaie de vraiment comprendre quel sera mon propre son à moi, peut-être dans un an. Mais surtout, ça permet de m'échapper quand je fais de la musique et de pas trop
penser à l'avenir en fait, parce que moi j'ai un problème avec ce temps, qu'on pense toujours à ça, donc ouais. Le chemin, par exemple, la Star Academy, c'est des genres de choses que vous auriez pu faire ou pas? Pas vraiment. C'est pas trop mon truc, tout ce qui est vraiment émission concours. Ça m'a jamais vraiment trop attiré. C'est bien ou c'est pas bien ça? Bah oui, ça peut être bien pour les gens qui ont envie de le faire et qui sont motivés à le faire. Et puis. Toi, tu devrais faire de la politique, hein. Non, mais je trouve que c'est. Bah, si on prend l'exemple de la Star Academy, c'est formateur et tout, mais après, attention, c'est toujours ce truc de l'après Star Academy où on a tendance à voilà, il y a un peu trop d'exposition et on n'est peut-être pas forcément préparé à ça, et c'est ça qui devrait faire aussi attention. C'est une boutade, mais c'est vrai que c'est un vrai succès et on voit que dans les charts, finalement, ceux qui sortent de... Évidemment, mais on veut du long terme quand même. On veut du long terme. Ces dernières années, parce qu'effectivement, il y a eu des années où c'était un anonymat complet, même pour le gagnant. Oui, cela dit, le niveau est très très élevé. J'ai eu l'occasion de le voir. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup, Jeline. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors aujourd'hui? Quels sont alors les projets d'abord, avant de parler des souhaits, les projets? Les projets, c'est pour l'instant une chanson par mois, donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ouais. Et donc c'est un album à la fin de l'année. On verra bien. Je dirais qu'on est en train toujours de travailler dessus. Mais ouais, donc vraiment de la patience, je dirais, de toujours, parce que parfois on se pose des doutes, donc on ne sait pas, est-ce que ça rentre bien, est-ce qu'on continue. Et oui, honnêtement, d'y croire, parce que c'est tout ce qu'il faut pour moi. Merci beaucoup d'être venu dans le Grand Bazar. On va vous écouter, vous regarder, on vous souhaite le meilleur et on espère vous revoir très bientôt sur le plateau pour parler musique avec vous et de vos sons et de votre univers. Merci Chris Zindel. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Allez, vous restez avec nous. Le Grand Bazar, ça continue dans un instant. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Avec Vanny. La grande émotion avec Vanny dans le Grand Bazar et Marc Vicari qui nous a rejoint. Bonjour Marc. Bonjour Philippe, bonjour Vanny. Bonjour. Bienvenue à toi dans l'invitation. Bienvenue à toi dans le Grand Bazar. On est très content de t'accueillir pour parler, Vanny, de vin sans alcool. Exactement. Alors on parle de grande émotion. S'il y a un spécialiste que j'ai rencontré pour transmettre des émotions, c'est Marc. Marc, ça fait partie de votre ADN de transmettre des émotions. Vous êtes l'ancien directeur marketing de Cave la Côte. Vous êtes entrepreneur et visionnaire puisque vous êtes un des premiers en Suisse à croire au vin sans alcool. Alors, pourquoi? C'est la première question qu'on a envie de poser. Pourquoi du vin sans alcool? Alors, je réponds normalement, mais pourquoi pas? Donc voilà, non, la question s'est posée pour moi parce que j'ai dû passer par une période de ma vie dans laquelle j'ai dû me remettre en question, dire voilà, mon médecin m'a dit écoute, il faut lever le pied pendant un moment, et j'ai levé le pied pendant un mois. Après il m'a dit il faut continuer, j'ai levé le pied pendant 4 mois. Je me suis retrouvé pendant 4 mois, moi qui suis un passionné de vin, qui aime le vin, à me retrouver dans des situations dans lesquelles je ne pouvais pas boire mon vin, et du coup il me restait de l'eau, des sodas, je bois pas de soda. Je me suis retranché sur le gin sans alcool, mais du coup, ça m'a permis aussi d'avoir une réflexion, et je me suis après intéressé au vin sans alcool. Et là, je me suis aperçu qu'en Suisse, c'était inexistant, alors que l'offre existait déjà ailleurs, en France, ou en Allemagne, c'est déjà un marché déjà assez mûr, dans les pays scandinaves et ainsi qu'en Amérique du Nord. Donc voilà. Et du coup, ça m'a passionné parce que moi, j'aime créer. Et du coup, je dis tiens, il y a un univers entier dans lequel à défricher et à créer. Et du coup, je suis parti dans l'aventure, et c'est vraiment une aventure et j'adore. Voilà. Il y a quoi à répondre à ceux qui nous écoutent peut-être maintenant et qui disent le vin sans alcool c'est pas du vin? Je suppose que vous êtes habitué un peu à ce genre de réflexion. Alors c'est même la réflexion que j'entends depuis longtemps. Donc le vin, si on parle du principe de la définition du vin, c'est du raisin fermenté.
Après, toutes les opérations qu'on fait par la suite, si on le met en barrique, si on en fait du rosé, si on peut en faire plein de propositions différentes. Moi-même, j'ai la singularité de faire du vin sans alcool, mais en hobby, je fais depuis une trentaine d'années, je fais des mutages. Vous savez ce que c'est, des mutages? Pas du tout. C'est des vins auxquels, c'est comme les portos, on rajoute de l'alcool. Donc, je fais des vins, j'ai la singularité de faire des vins à 18,5 d'alcool, dans mon passe-temps, et des vins désalcoolisés professionnellement. Donc, pour moi, c'est des propositions de vin. Donc, pour répondre à cette question-là, non, parce que littéralement, si tu prends même du raisin de base, si tu fais pas d'opération, c'est du vinaigre. Donc, le vin sans alcool, c'est du vin. D'ailleurs, c'est légiféré. Il y a un cadre légal qui définit qu'est-ce que c'est le vin sans alcool. Donc, moi, je réponds, le vin, du moment que c'est un raisin qui a été fermenté, c'est du vin. Et surtout, s'il y a l'expérience vin. Et quand on parle d'expérience vin, ça veut dire qu'on a justement cette aromatique, on a une attaque, on a une bouche, une arrière-bouche. On a une expérience dans laquelle on se transpose, on dit tiens, on va pouvoir faire une association vin aimé, on va pouvoir boire ça à l'apéro, faire découvrir des amis. Et c'est ça le vin. Et si vous avez arrivé à avoir ça de qualité dans le vin sans alcool, c'est du vin. J'aimerais vous poser une question. Certainement, vous me direz si je suis de la police ou pas. Mais là, alors, je vois peut-être pour nos auditeurs en radio, vous avez une magnifique bouteille rosée, luxe, 0,5%. Oui. Ça, c'est sans alcool. Alors, légalement, le vin sans alcool, c'est maximum 0,5% d'alcool. Ça veut dire qu'il y a des traces d'alcool. Faut savoir que même au niveau alimentaire, vous avez des traces d'alcool partout. Hein. Vous avez même dans du pain, des fruits, des jus de fruits. Vous avez entre 1 dixième, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Et là, on désalcoolise. Il faut savoir que là, c'est une proposition à 0,5. J'ai fait analyser par un laboratoire. Il faut savoir que même les laboratoires, quand tu commences à descendre en taux d'alcool, c'est vraiment très précis. Il faut des laboratoires qui soient justement adéquats pour pouvoir mesurer. Ça, c'est 0,32% de volume d'alcool. Mais là, par exemple, je vais vous parler après du projet que j'ai fait là, il y a 2 semaines. On a désalcoolisé, nous, ici, en Suisse, et j'ai même poussé le vice de descendre à moins de 0,05%. Parce que comme ça, on peut dire que c'est du 0%. Mais c'est juste pour savoir. Et on a vu qu'entre le 0,05 et 0,5, pour finir, c'est kiff bourrico. On voit pas la différence. Hein. Et c'est l'heure de la question qui tue. La question qui tue. Les questions qui tuent. Est-ce que sans alcool la fête est plus folle, Marc Vicari? Alors, expérience faite, c'est vrai que je vais pas prêcher pour ma paroisse, c'est que je m'aperçois que les fêtes sans alcool finissent plus tôt. Mais par contre, le réveil est plus tôt et en meilleur état. Donc voilà, je dirais ça. Donc, voilà, donc c'est aussi un côté positif, ça. Alors, c'est un côté positif. Moi, je crois surtout à cet univers de sans alcool comme une alternative, comme un choix. C'est pour ça que moi, au départ, quand j'étais parti dans le projet, j'avais assez ciblé ma cible de clientèle en disant voilà, c'est une jeune trentenaire qui est urbaine, qui fait attention à sa santé et tout. Maintenant, j'ai changé et je m'aperçois où ça fonctionne, c'est ceux qui ont l'expérience vin qui existe. Donc, ça veut dire c'est les flexi-buveurs. Ça veut dire ceux qui aiment l'univers du vin, ceux qui aiment l'expérience vin, ils ont pas de problème chez soi en rentrant le soir de boire un bon verre de vin rouge, surtout en repas, j'en fais partie. Oui. Mais par contre, à midi, c'est vrai qu'on lève un peu le pied parce que si tu commences à boire 1 ou 2 verres, 3 verres, tu t'aperçois que l'après-midi, c'est un peu plus compliqué. Le travail, c'est pas plus fou. Hein, c'est ça. Voilà, ça calme un peu. Est-ce qu'on a les mêmes sensations, le plaisir de boire un verre de vin sans alcool en dégustant une bonne viande, par exemple? Est-ce que la sensation est la même finalement? Alors moi, je trouve que la dégustation est la preuve. Donc, il faut goûter pour savoir. Il faut essayer. Il faut savoir que dans l'univers sans alcool, la même chose que dans les vins, on trouve des bons ou des moyens ou des mauvais vins. Le secret pour faire un bon vin sans alcool, il faut un très bon vin pour éventuellement avoir un bon vin sans alcool et surtout avoir le bon procédé et la bonne stabilisation. Et ça, on fait, voilà, c'est la prétention en tout cas qu'on a, nous, de faire. Et pour répondre à cette question, oui, l'expérience vin est au rendez-vous. Donc, l'association Vin Aimé, on peut se projeter. Là, on est dans des blancs, on a fait du rosé, maintenant on a fait du blanc. On a un rouge et même un projet de rouge sans soufre. Oui. Donc j'ai fait vinifier donc une Syrah d'ailleurs sans soufre, dans lequel on va stabiliser et pasteuriser. C'est juste pour pouvoir montrer qu'on est vraiment dans du vin dans lequel ce qu'on peut reprocher au vin, bien sûr, c'est l'alcool et on diabolise le soufre. Moi, c'est pas mon cas, mais je veux dire, alors, du moment où j'enlève ces deux ingrédients, on a un produit hyper safe. Et là, on parle toujours justement. Est-ce que alors goûtons, est-ce qu'on arrive à leurrer? Est-ce que vous avez réussi, Marc, à leurrer quelqu'un, un buveur de vin, avec votre vin en lui faisant goûter à l'aveugle, sans qu'il sache qu'il n'y avait pas d'alcool dedans? Alors, sur le vin mousseux, on y arrive plus facilement. Il faut savoir que naturellement, si je vous dis que c'est du vin sans alcool, vous allez chercher ce qu'il n'y a pas, au lieu de vous contenter de ce qu'il y a. Ça, c'est normal, c'est la gymnastique cérébrale. Mais si vous avez la possibilité après de revenir dessus, de vous concentrer, vous apercevez qu'il y a un univers qui est plaisant et qui fait le job.
Ouais. Donc le ré, oui, avec le vin mousseux, on irait plus facilement parce que comme on a cette gasification, elle rend plus complète l'expérience et du coup on oublie qu'il n'y a pas d'alcool, on est plus dans quelque chose. Donc alors volontiers. Je fais le service. On est d'accord qu'à la base, il faut quand même un bon vin parce que on fera pas si le vin est mauvais à la base avec de l'alcool, on va pas faire un bon vin en lui enlevant l'alcool. Alors je vais pas me faire forcément des copains de l'autre côté de la frontière, mais ce qui s'est passé notamment en France, c'est un peu le Far West, c'est qu'il y a des producteurs qui se sont dit c'est dommage de désalcooliser du bon vin. Il y a peut-être du bon sens. C'est dommage de désalcooliser un bon vin alors que le vin est déjà bon. Mais le problème c'est que si tu désalcoolises du mauvais vin, ça reste de la piquette. Ce sera pire. Il faut savoir que la désalcoolisation ne pardonne pas. Elle va amplifier les problèmes. Donc ça veut dire qu'il faut pour ça un très bon produit de base. On a reçu un vigneron la semaine passée, Jérôme Dufour, qui nous parlait de sa crainte par rapport au marché étranger, notamment la France, l'Espagne, le Portugal, qui pourraient aussi venir inonder ici la Suisse avec le vin sans alcool. Alors c'est le cas, d'ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, moi à ce volume-là, je suis le seul en Suisse. Je suis en train de créer un marché, mais pour moi, l'objectif, c'est de mettre un marché de qualité, parce si on doit créer, nous, en Suisse, du vin sans alcool, je pense qu'il faut se reposer sur nos valeurs. Et nos valeurs à nous, c'est quoi? C'est l'excellence, c'est la précision. Et dans le vin sans alcool, il y a besoin de ça. Et c'est ce que j'essaie de mettre en place. Et pour les vins étrangers, il faut savoir que la grande distribution, ils sont équipés maintenant. Il y a, que ce soit les Espagnols, les Français et les Allemands sont très présents. Et c'est vrai que c'est une valorisation viticole, donc il faut nous prendre cette place. Il faut savoir aussi, juste pour cadrer ce que c'est dans l'univers sans alcool, il faut savoir qu'on est maintenant dans un basculement. Il y a récemment, avec tout ce pléthore d'offres de Nolo, on appelle ça, que ce soit sans alcool ou peu d'alcool, on a créé un nouveau segment de boissons. C'est des boissons sans alcool pour adultes. Et là-dedans, vous avez la partie vin, mais vous avez toutes les autres parties, que ce soit les spirites désalcoolisés ou aussi. Et ça se voit de plus en plus. Effectivement, c'est même des alcools forts à la base, qui effectivement sont ça. Vous avez évoqué le gin sans alcool. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. J'ai goûté, j'ai pas fait santé, pardonnez-vous. Comme le temps passe, je me suis permis de goûter déjà. Moi, je trouve ça très très surprenant. Donc très très bon. Qu'est-ce qu'on boit là? Alors là, vous buvez, donc c'est un gamay. Merci. Donc c'est un gamay qu'on a vendangé le 3 octobre 2024 à Brand-Blanc. C'est pour vous dire la traçabilité. C'est IP suisse. Donc pour moi, ça m'a intéressé d'amener justement des valeurs justement durables. Donc je travaille uniquement avec du raisin IP suisse ou bio. Et là, on boit donc du gamay qui a été vinifié en collaboration avec Cave La Côte. Faute de système ici en Suisse, ça a été désalcoolisé en Allemagne, qui était après revenu. Et là, c'est commercialisé depuis le mois d'avril, quoi. C'est tout à fait agréable. C'est vrai que si on ne sait pas, on peut ne pas se rendre compte. C'est vrai que au niveau du goût, finalement, ça. Au matin, au petit déjeuner. Donc exactement. Donc c'est l'avantage. On peut prendre ça au petit déj. Ouais, c'est pas un jus de raisin, rien à voir. Attention, c'est ça. Linéaire comme expérience. Quand tu prends un jus de raisin, il y a du sucre, puis l'expérience c'est comme ça. Elle peut être plus ou moins bonne. Mais après, c'est vrai que manger avec un jus de raisin, c'est compliqué. Avec le vin, comme je l'ai dit avant, c'est ce cadençage, l'aromatique, la bouche, l'arrière-bouche. Et ça, c'est unique au vin. Et là, on a cette expérience-là. Ouais. On est sur des trames acides, un peu acidulées. C'est important d'avoir cette acidité pour équilibrer un peu ce volume qu'on a et ça se goûte bien. Très intéressant, c'est très, très agréable. On le trouve partout. Alors, pas encore. Ouais, c'est compliqué. J'ai la chance d'être distribué par exemple, par la chaîne Movenpick. Je suis déjà dans plusieurs établissements. Comme je dis, je suis numéro un Zermatt, mais bon, je suis le seul, c'est pas difficile. Donc, j'essaie d'amener, et dans mon projet, pour moi. Ça commence bien, Zermatt, c'est bien. Voilà, puis je me suis fait plaisir aussi parce qu'on commence bien, puis c'est vraiment génial. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse dans le projet pour aller, parce ce qui m'intéresse, moi, c'est d'installer ce marché de qualité. Et pour moi, il y a deux pistes. C'est à la fois, la pléthore d'offres. Donc, c'est pour ça qu'on a désalcoolisé la semaine dernière et que j'ai amené plusieurs producteurs de 4 cantons différents pour implémenter ça maintenant dans leur offre. Et pour moi, plus il y aura de producteurs qui viendront désalcooliser, plus qu'ils mettront ça dans leur offre, plus ça permettra de montrer justement au public que ça existe et que ça peut être bon, il faut déguster. Puis sinon, c'est la gastronomie. Et là, j'essaye vraiment, moi, de démarcher plutôt la moyenne et haute gastronomie pour valider, pour créditer justement, parce qu'on est dans l'éducation. Donc, c'est-à-dire si tu arrives à rassurer le consommateur, comme quoi, en effet, tes vins tu les trouves dans tel établissement, ça lui donne des notes de valeur, quoi. Les restaurateurs, ils sont ouverts à ça, justement? Alors, pour certains, ça dépend lesquels. C'est comme au niveau des producteurs. On est vraiment dans un changement. On a beaucoup d'a priori, puisque
on part du principe que le vin sans alcool, c'est pas du vin, que ceux qui ont dégusté des fois un vin sans alcool, il suffit qu'ils en dégustent un de mauvais. Et croyez-moi, il y en a des mauvais. Il y a 95% de mauvais vins sans alcool, à mon avis, tout ce que j'ai dégusté. Mais si tu dégustes une fois un vin sans alcool, puis tu dis c'est ça, du coup, tu pars du principe que tous les vins sans alcool sont comme ça. Donc, ça veut dire que s'ils ont une mauvaise expérience, c'est clair que, pour répondre à cette question, les restaurateurs, oui, certains, oui, ils sont très ouverts, d'autant plus que, je les convainc par la dégustation. Parce que, et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive justement les prendre à l'envers. Ça veut dire que par là, que comme ils en ont a priori, ils dégustent, ils trouvent ça bon, du coup, oui, c'est quoi, c'est ça. Bien flexible ouvert. Très bien. Merci beaucoup, Marc Vicari, d'être venu nous faire découvrir le vin sans alcool. Et on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans une autre émission. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. Ça m'avait surpris et ça me surprend encore. Et c'est tout à fait agréable. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir effectivement tester, découvrir, et c'est en goûtant que ça va nous donner peut-être l'envie de penser différemment, effectivement. D'ailleurs, pour les curieux, c'est sur lavigneronne.ch qu'on peut découvrir les vins. Lavigneronne.ch pour en savoir un petit peu plus. Je vous encourage à les goûter. Voilà. On vous souhaite tout bon pour la suite, en tous les cas. Merci. Merci beaucoup, Marc Vicari. Merci d'être venu dans le Grand Bazar. On se dit à bientôt. À bientôt. Tout bon pour vous. Merci. Et puis, je vous le redis, santé. À très vite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Oui. Non. Mais oui. Non. Oui. Mais non. On dit pas oui, on dit pas non. Mais non. Mais oui. Le million du Grand Bazar. Et voilà les amis, c'est terminé. On n'a pas le droit de dire. Qu'est-ce que t'as pas le droit de dire les deux mots là. C'est-à-dire peut-être. Vous avez failli tomber dans le piège. Je vois pas. Nous ne sommes pas tombés dedans. Je ne vois pas. Je vous félicite. Bravo. On va pouvoir parler de ce qui va se passer demain. On arrête quand de jouer là. Le best-of. On est tous tendus. Le jeu, c'est jusqu'à quand? Demain, mon cher Mike, nous aurons l'occasion de parler de revue encore. Absolument. Faut que je réfléchisse, pas dire les deux mots. On est tendus. On parle de quelle revue demain? Oui, on va vous proposer un petit retour sur. T'as dit oui, hein. J'ai dit oui. Alors, comme je suis hors concours, tu payes la tournée. Je suis tranquille. Oui, on va parler de la revue de Lausanne. On avait reçu cette semaine Sébastien Cortési. On a fait une semaine spéciale revue, donc vous pouvez aller revoir toutes ces interviews sur les réseaux, sur YouTube notamment. Mais demain, on vous propose une rediff de Sébastien Cortési. Nous aurons aussi un collecteur, David Letard. Oui, Jacques Chirac il a mis un redressement fiscal rien qu'à cause du succès de ce titre. On parle de Michel Sardou, Le France, on en parle demain. Très bien. De son contrôle fiscal. Avec grand plaisir, bien évidemment. La table du Grand Bazar avec Knut Schwander. Avec lui, nous reviendrons sur la crise des tables. Et c'est un peu compliqué pour certains restaurants. On sait, les temps sont durs. Les temps sont durs et ça coûte cher, effectivement. Nous aurons l'occasion de faire le tour de la question avec lui. Nous irons également, mon cher Mike, au Payotte Festival qui fait son retour, qui renaît de ses cendres tel le Félix. Il a failli disparaître. On pensait même qu'il avait disparu, mais non, puisque il y a un nouveau comité qui s'est recréé, qui s'est reformé pour cette association Payotte Festival. On reçoit son coprésident. Il est venu nous voir en début de semaine. On vous propose la rediff de Fabrice Chevalet, le coprésident de l'association du Payotte Festival qui se tiendra à la fin du mois d'août 2026 à Morges. Elle était avec nous mercredi. Je parle bien sûr d'Amandine qui nous fera le plaisir de revenir sur le plateau David Letard. Amandine qui a tout un univers et puis un nouvel album. Amandine, c'est son premier album et pourtant ça fait déjà un moment qu'elle est sur place. Et elle nous parlera justement en long et en large de cette nouvelle activité, enfin cette nouvelle chose qui se passe pour elle et on se réjouit en tout cas de la retrouver. Et puis on va parler Bouteille Bleue. Bouteille Bleue et Jeunesse, la relève, celle qui veut le meilleur pour le domaine de la capitaine, c'est bien sûr Johan Parmelin, donc qui n'est que le fils et l'héritier du domaine, qui reprend les rênes et qui sera là pour nous parler de vin. Belle responsabilité, tout de même, effectivement. On aura l'occasion d'en parler dans le best-of de ce vendredi avec le Grand Bazar. Merci à tous. Prenez bien soin de vous. Sortez couverts. À très très vite sur TVM3, sur Global Radio et sur Redline. En attendant, on vous embrasse tous. Salut. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.